Le monde pleure bébé de New York à Londres en passant par Pékin et Sydney. Tous les grands quotidiens ont affiché ce matin une photo de l'icône qui était Brigitte Bardot. La légende française s'est paisiblement éteinte hier à la Madrague, sa propriété mythique de Saint-Tropez. Et avec elle, diront certains, une certaine image de la France, une image de liberté, d'insolence, de rébellion. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être en studio avec nos débatteurs de la deuxième heure. Ophélie Roch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignante et chroniqueuse et également avec nous en studio Raphaël Steinville, rédacteur en chef au JDD. Bonjour. Bonsoir Rudy. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et puis avec nous également notre invité de la deuxième heure, la journaliste biographe et puis amie aussi de Brigitte Bardot, Emmanuelle Guilcher. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez signé aux éditions Ballant Signoret-Bardot, deux icônes à la française. Pourquoi ce mot icône qui, on le sait, ces dernières années a été utilisé à tort et à travers, mais pourquoi ce mot icône sied à merveille à Brigitte Bardot ? D'abord parce que je crois que c'est la seule star française qui a eu ce rayonnement planétaire, et quand on dit seule, c'est vraiment la seule. C'est elle qui a rivalisé avec la Tour Eiffel et le général de Gaulle pour nous représenter à l'étranger. Personne ne lui est arrivé à la cheville de ce côté-là, et je crois même pouvoir dire sans me tromper que ça n'arrivera plus jamais dans l'histoire de notre pays. Alors Yves Jeglet dans Le Parisien ce matin disait d'elle que finalement c'est sa liberté qui a crevé l'écran plutôt que sa beauté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, cette incarnation de la liberté ? Elle est surtout sortie de l'écran. On en parlera sûrement après sur la cause animale. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été qu'une actrice, elle a été aussi l'actrice de sa vie. Mais je crois qu'il y a tellement de termes qui pourraient être utilisés pour définir la complexité de ce qui fait que ça va être la seule icône française. C'est son naturel, son sex appeal, sa liberté, sa beauté, son élégance, son insouciance dans ses jeunes années, et puis évidemment, elle incarne les 30 Glorieuses. Et puis il y aura dans la deuxième partie de sa vie qui est aussi qui fait aussi la totalité de cette icône, la militante, la passionnariat des animaux, qui va inspirer au-delà de ce qu'elle avait porté dans sa première partie de vie. Et finalement, c'est sa deuxième partie de vie qui lui donnera le plus de sens, le plus de sentiments d'utilité, vous qui l'avez côtoyée. Oui, bien sûr, elle a toujours dit que les animaux avaient sauvé sa vie et que sans les animaux, elle se serait suicidée. Elle a trouvé le sens qu'on cherche tous, et le sens a été celui-ci. Elle était très fière d'être Brigitte Bardot, mais elle était fière d'être Brigitte Bardot car elle savait que, en fait, cette notoriété avait été utile à quelque chose. Elle a transformé, en fait, ce qui a été sans doute pour elle un calvaire. Ça paraît idiot de le dire, mais c'est le cas. Elle n'était pas faite pour être célèbre. Et elle a transformé ce calvaire en chemin vers un sens qui l'a dépassé, qui la transcendait, qui était celui de la défense de la cause animale. Donc elle a voué toute la deuxième partie de son existence à ce combat. On l'a beaucoup redit depuis 24 heures. Elle a été pionnière, et en fait c'est aujourd'hui qu'on se rend compte à quel point c'était quelque chose qui était viscéral, chevillé au corps depuis ses débuts, et à quel point elle laisse une trace absolument immense dans cette histoire de réparation du vivant. Quelque part aujourd'hui, on sait bien que on doit considérer les bêtes comme quelque chose de nous-mêmes, mais il y a 70 ans, quand elle a commencé à en parler, bien sûr, tout le monde se moquait. Et peu de gens, effectivement, en parlaient et se souciaient de la cause animale. Elle a également, peut-être plus involontairement encore, plus fait pour la cause des femmes. Je propose d'écouter cette archive où elle récuse finalement ce statut de féministe. Écoutez-la. La révolution sexuelle, non. Parce que avant moi, s'en est déjà passé des vertes et des pas mûres. Ils m'ont pas attendu. Et le féminisme, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien les mecs. Voilà ce que disait Brigitte Bardot dans les dernières années de sa vie. Elle a fait beaucoup pour les femmes sans le vouloir, mais finalement, elle en était ravie. Ah oui, c'était à son corps défendant, très probablement. Moi, elle s'est battue aussi pour la légalisation de l'avortement, mais dans le fond, c'était quand même quelqu'un qui finalement cherchait avant tout à être aimé, et qui était
extraordinairement dépendante des hommes ou d'un homme, puisque c'est le cas avec son mari depuis 1992, Bernard Dormal. Moi, je les voyais encore cet été. Il ne se passait pas une heure sans qu'elle passe un coup de fil pour savoir où il était. Donc, elle a été ce paradoxe-là, effectivement, d'incarner la liberté sexuelle, mais au fond d'elle, c'était une femme qui était effectivement totalement dépendante de l'amour qu'on lui portait, du regard amoureux qu'on lui portait, et donc pas si libre que ça finalement. Ophélie Roch, vous avez une question? Oui, je rebondirais bien sur ce que les 2 derniers mots que vous avez dit. Vous avez parlé notamment de paradoxe, et puis finalement que c'était une femme qui n'était pas si libre que ça. Moi, j'ai vraiment le sentiment que ce qui intrigue et ce qui fascine en fait chez Brigitte Bardot, c'est que elle est quelqu'un d'infiniment ambivalente, c'est-à-dire qu'elle est à la fois très libre, en même temps elle est très captive, elle est à la fois fière de son corps et en même temps on a l'impression que ça lui a pesé sur ses jeunes années. Et vous qui la connaissez un peu plus intimement en tout cas que le grand public, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle était consciente elle-même de cette forme de duplicité qu'elle avait en elle? Je ne sais pas si elle était consciente d'une duplicité. En fait, ce dont elle était consciente, c'est et ce pourquoi elle n'a pas toujours été comprise, c'est une forme de mélancolie, de souffrance originelle liée au fait que finalement c'est une enfant qui n'a pas été désirée, qui n'a pas été vraiment aimée. On préférait sa sœur qu'on trouvait plus jolie. Elle s'est réparée tout au long de son existence par les rencontres qu'elle a faites et puis par cette célébrité qui finalement lui a extraordinairement pesé. Donc en fait, oui, elle était forcément consciente. En tout cas, elle était heureuse qu'on puisse comprendre à quel point c'était quelqu'un qui était compliquée, complexe et qui n'était finalement jamais apaisée, jamais heureuse, sauf quand elle se trouvait dans l'action et dans la direction de sa vie vers quelque chose qui la dépassait et qui lui permettait sans doute effectivement de se réparer. Emmanuel Guilcher, vous évoquiez ces 30 glorieuses en France où la France était admirée, regardée. Est-ce qu'on a raison d'avoir une certaine nostalgie de cette époque où culturellement la France rayonnait et quelque part donnait le ton par son originalité? Alors bon, je suis pas sociologue et je suis sans doute pas très bien placée pour répondre à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que évidemment, on n'est plus un pays qui est regardé. Enfin, on est devenu un petit peu un musée. Donc, et qui dit musée dit effectivement nostalgie sur une période pour nous-mêmes et puis vis-à-vis de l'étranger. C'est aussi cette période qui sans doute nous a donné ce rayonnement qu'on a effectivement un petit peu perdu. Une époque où on parlait d'Aznavour ou encore de Gainsbourg et de Godard un peu partout dans le monde. Alors évidemment, ce soir, la question qui se pose au-delà de celle de ces obsèques, on le sait, elles auront lieu mercredi prochain, le 7 janvier, donc à Saint-Tropez, avec une cérémonie qui sera retransmise sur écran pour les Tropéziens et Tropéziennes, et puis une cérémonie qui sera évidemment dans la plus stricte intimité au cimetière marin de Saint-Tropez. La question qui se pose aujourd'hui et qui agite la classe politique, c'est celle d'un hommage national ou non à Brigitte Bardot. Baptiste Lang, qui est du côté de Saint-Tropez pour Europe 1, est allé tendre son micro et demander aux passants leur avis sur la question. Écoutez. Sans hésiter, elle fait plus que le mériter. Ça, elle a marqué son époque. C'est une personnalité tout à fait spéciale et elle fait partie vraiment du patrimoine de la France. Je trouve qu'elle incarne tout. Enfin, je veux dire, la liberté de penser. Je trouverais extrêmement regrettable ou dommage qu'on ne lui fasse pas un hommage national. Elle le mérite. De toute façon, je trouve qu'elle le méritait. Mais je ne sais pas si c'est ce qu'elle aurait voulu. Voilà, certainement. Elle aimait trop la simplicité, trop la tranquillité. Je pense que ça lui aurait peut-être pas plu. C'est une personne connue dans le monde entier, que vous alliez en Chine, en Amérique, tout le monde connaît Brigitte Bardot. C'était évident que Madame Bardot a le droit à un hommage national, comme Alain Delon, Johnny, ce sont vraiment nos grandes stars. Voilà, donc pour ces propos recueillis par Baptiste Lang du côté de Saint-Tropez, la deuxième dame qui s'exprimait dans ce micro-trottoir disait que Brigitte Bardot était trop discrète pour souhaiter un hommage national et que cela ne lui aurait pas plu. Est-ce que vous êtes d'accord, Emmanuel Guilcher, vous qui l'avez bien connu avec ce point de vue?
Alors moi je suis assez d'accord, je pense qu'on n'aura pas de surprise de testament caché où elle demanderait un hommage national, un peu comme Alain Delon, qui était évidemment beaucoup plus narcissique qu'elle, mais qui nous a tous surpris en refusant cet hommage national. D'abord parce que les politiques l'ont tellement déçue que je ne pense pas qu'elle aurait apprécié d'être récupérée ici ou là. Et puis surtout, comme le disait très justement cette dame, elle a toujours aimé la simplicité, elle a aimé la discrétion. Donc elle aurait trouvé que c'était pas convenable, c'était pas convenu. Il faut pas oublier qu'elle a une éducation très stricte qui est restée sûrement quelque chose de très important pour elle. Et donc ce qu'elle voudrait aujourd'hui, c'est que son combat soit poursuivi et qu'on fasse quelque chose, qu'on apporte tous notre petite pierre pour éviter la souffrance animale dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Et je pense que c'est le véritable hommage à lui rendre, c'est d'essayer, ça va être bientôt le 31 décembre, le 1er janvier, de pas manger de foie gras ou de réfléchir un petit peu avant de se jeter sur de la nourriture dans laquelle on sait qu'il y a eu une souffrance animale avant d'arriver jusqu'à notre assiette. Je pense que c'est le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre, c'est de poursuivre ce combat qu'elle a été encore une fois une des premières à initier et qui est aujourd'hui unanime. Et voilà, ça serait pour moi, je pense, le plus bel hommage qu'on peut lui rendre. Et sa fondation a évidemment dit aujourd'hui qu'elle continuerait le combat de Brigitte Bardot. Raphaël Steinville. Oui, d'une certaine manière, Brigitte Bardot a répondu elle-même à cette question lors d'une interview qu'elle avait accordée à Valeurs Actuelles l'année dernière pour son 90e anniversaire. Cette question lui avait été posée. Et elle avait répondu, ne dites pas de conneries. Ah non, certainement pas. Moi, je suis avec mes chèvres et mes chiens. Je ne veux surtout pas de cérémonie officielle. Ouh là là, non, surtout pas. Comme Alain, pareil. Mais moi, ce qui m'intéresse à travers cette idée qui ressurgit d'un hommage national à Brigitte Bardot, c'est de savoir pourquoi un certain nombre de personnes s'opposent avec virulence à ce qu'un hommage lui soit accordé, et notamment du côté de la gauche qui l'a longtemps porté au nu. Avant, d'une certaine manière, de la vouer aux gémonies avec des mots absolument ignobles, sinon, ignobles la concernant. Comment vous analysez ce changement et qu'est-ce qui explique que la gauche, aujourd'hui, soit si virulente à l'égard de Brigitte Bardot ? Alors, j'avoue que je ne me l'explique pas. Je pense qu'on est entré dans une époque de clivage, de récupération électoraliste, idéologique, de peur aussi. Et effectivement, si elle a eu quelques prises de position qui ont choqué, pour lesquelles elle a été condamnée, moi, encore une fois, je voudrais dire que c'était des paroles. Alors, je ne vais pas dire c'est du détail par rapport à l'œuvre magnifique qu'elle a incarnée, mais la connaissant un peu, c'est vraiment de la prise de parole d'une personne isolée, dont l'éducation ressurgit tout d'un coup, enfin en tout cas la mauvaise éducation, mais ça ne correspond pas du tout à ce qu'elle était à l'intérieur d'elle-même. Maintenant, sur la réaction, laissons cette femme partir en paix. Les obsèques, comme vous l'avez rappelé, ne sont que le 7 janvier. Un peu de décence. On est entré dans un monde où le mot décence n'existe pas. Elle a été traquée toute sa vie. Elle a le droit, malgré des propos souvent malheureux, elle a le droit à la paix, au respect. Et encore une fois, elle n'a pas demandé d'hommage national. Elle a juste demandé qu'on la laisse partir tranquille. Alors, une dernière question que je vous pose un petit peu à toutes et à tous. Est-ce que finalement, ce n'est pas nous qui avons besoin d'un hommage national, comme ça a été le cas pour Johnny Hallyday en 2018, le fait de se réunir autour d'une figure qui représente la France? Est-ce qu'on n'a pas, nous, besoin de ça, alors que Brigitte Bardot n'en a pas forcément besoin? C'est toujours l'étape du deuil. Le deuil, c'est pas finalement, c'est qui reste, c'est le vivant. C'est au vivant de porter ce poids-là de la disparition. En effet, Brigitte Bardot, où elle est, je pense en effet qu'elle ne réclame rien. Ceci dit, je suis pas si sûre qu'elle ne réclame rien. Moi, je pense que ce qu'elle avait vraiment envie, c'était que Emmanuel Macron accède à sa dernière demande qu'elle avait réitérée à je ne sais pas combien de reprises sur l'arrêt de la chasse à course. Je pense qu'elle a la dernière interview longue qu'elle avait donnée, filmée à BFM TV,
Elle en avait parlé à au moins une quinzaine de reprises. Et je pense que plutôt que d'envoyer parfois des 20 hommages par texto, peut-être que rendre hommage à cette dame-là, ça serait aussi peut-être faire en sorte que ce pourquoi elle a toute sa vie, en fait, elle s'est battue, on abolisse des choses comme la chasse à courre. Oui, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il faudrait une action politique. Mais bon, je suis pas sûre qu'elle aura lieu. Mais en tout cas, effectivement, l'action politique, ce serait le meilleur hommage à lui rendre. Par ailleurs, ceux qui ont envie de se recueillir peuvent toujours, pour ceux qui en ont les moyens, aller à Saint-Tropez le 7 janvier. Et peut-être que d'autres organiseront la fondation, etc., des rassemblements à sa mémoire. Mais je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est l'action dont on a besoin. Sur son œuvre, Raphaël Stainville, rapidement un dernier mot. Ouais, moi je constate qu'il n'y a jamais eu autant d'hommages nationaux que ces dernières années. C'est peut-être aussi le signe que ce genre de cérémonie, non pas qu'elle soit nécessaire, mais le monde est tellement fracturé, notre France est tellement fracturée que ce sont peut-être les rares moments d'unanimisme que nous connaissons autour de ces grandes figures. Merci à vous, Emmanuel Guilcher. Je rappelle votre livre aux éditions Balland, Signoret, Bardot, 2 icônes à la française. Important de se replonger dans cette époque des grandes stars françaises. Merci à vous de nous avoir parlé de Brigitte Bardot, que vous avez donc, on l'a dit et on l'a compris, très bien connue et beaucoup aimée. Merci à vous.